C'est tenable, cette situation, à moyen terme ? À moyen terme, probablement pas, parce que la crise va se dénouer à un moment donné. Le président Bazoum ne va pas rester des années, je pense, emprisonné de cette façon. Donc, peut-être qu'il ne va jamais démissionner. Donc, on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Et pour l'instant, c'est une situation la bonne attitude. Confuse, avec deux présidents, un de fait et un légal. Et donc, Paris maintient sa position de principe, de défense de la légalité et de la démocratie. Paris ne cherche pas à maintenir une présence française à tout prix au Niger. Il ne s'agit pas de poursuivre, comme le disent certains détracteurs de la politique française, une exploitation du Niger. Il s'agit au contraire de respecter les principes. Le Varinel, vous en pensez quoi ? Moi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit précédemment. Ce qu'il faut préciser, ce n'est pas l'ambassadeur Sylvain Été qui veut rester coûte que coûte au Niger. Non, c'est la France qui, ne reconnaissant pas les autorités de la junte, dit, nous, on a un président officiel démocratiquement élu qui est en otage. Ça a été dit d'ailleurs par le président de la République ce matin. Et on reconnaît son pouvoir à lui, pas ceux des putschistes. Donc nous ne partirons pas, sauf demande du président Bazoum, ce qui n'est pas le cas. Et donc l'ambassadeur Ité n'est que la représentation de cette volonté politique. Il est l'incarnation d'une position de principe. Exactement, ça c'est important de le comprendre. Ce qui n'est pas toujours très confortable. Et oui, non mais c'est pas confortable. Et il faut pas se mentir, on est dans une situation de crise directement ciblée pour la France. Il faut quand même remettre en perspective la question de l'ultimatum envers la France. Elle a été, je vous renvoie en fait on va dire, à l'actualité d'il y a quelques jours. Il y a eu plusieurs ambassades qui ont été visées. Moi, j'ai eu accès en fait au message du porte-parole de la junte qui avait envoyé à plusieurs ambassades l'éviction de la demande de renvoi. Et en fait, finalement, c'est que la France. Ça s'est concentré pour la France. On y reviendra certainement pourquoi la France en particulier. Mais ça veut bien dire qu'il y a des dissensions internes et que cette crise, en fait, il ne faut pas la regarder à l'aune de ce que représentait la France. Moi, je pense que ça, c'est le piège que nous tend la junte, mais c'est le climat global de la non-légitimité de la junte. Et ça explique pourquoi le président Bazoum n'est pas relâché, parce que c'est encore une entité démocratique qui représente quelque chose, et que le relâcher, ça ferait perdre en fait la junte toute légitimité à gouverner de manière régulière. Alain Antil, vous pensez qu'il faut effectivement garder cette position de principe, ou bien c'est illusoire, c'est don quichotesque, disons ? La France, tout comme la CEDEAO, sont sur une position très ferme. Je pense que ces deux entités espèrent que les sanctions vont produire leur effet, notamment les sanctions financières, que très, très rapidement le gouvernement, en tout cas la junte, va avoir du mal à payer ses fonctionnaires et même peut-être ses soldats. Et ce qui serait quand même l'ironie de l'histoire. Voilà, il compte là-dessus, et il compte sur une deuxième chose, c'est le caractère très composite et certainement très hétérogène de cette junte. Rappelons-nous que le soir du coup d'État, c'est une partie de la garde présidentielle qui s'est rebellée, et vraisemblablement pour éviter des combats fratricides, les autres parties de l'armée qui ont rejoint le mouvement. Donc, mais maintenant, on voit quand même un soutien populaire. On a assisté à une manifestation dans un stade le week-end dernier avec 20 000 personnes. Oui, mais c'est essoufflé par rapport il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Là, ils ont eu du mal à remplir un stade dans une ville qui fait, je crois, 2 millions d'habitants, je pense. Donc il y a une forte majorité silencieuse qui Et il y a beaucoup de gens qui viennent à ces soutiens parce qu'ils sont payés. Il y a des militants sincères qui soutiennent les putschistes et qui ont certainement un discours anti-français chevillé au corps, ça c'est certain, mais il y a aussi dans ce type de manifestation aussi de la circulation d'argent, on le sait très bien. Alors avant d'aller un peu plus loin, est-ce que, quand on était sur place comme vous, Stanislas, est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait voir venir, ce coup d'État, ou bien c'est vraiment tombé de... Alors, très honnêtement, moi, j'ai entendu personne prévoir ce coup d'État. Et je pense que ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que si on compare ce coup d'État à ceux qui ont eu lieu depuis 2020 dans la région au Sahel, à la différence, par exemple, du Mali, le Niger n'était pas dans une situation de crise à Bamako. Les mois qui ont précédé le coup d'État, il y avait la foule dans la rue, il y avait une crise politique, il y avait une crise sécuritaire, puisque la situation se dégradait très, très fortement. Au Niger, ce n'était pas vraiment le cas, il n'y avait pas de crise politique. Alors la démocratie nigérienne était ce qu'elle était, il y avait des critiques évidemment. La situation sécuritaire, elle était aussi complexe.
À Niamey, on est à quelques dizaines de kilomètres des zones de prédation djihadiste, mais la situation était globalement tenue. Donc on ne peut pas dire qu'au mois de juillet 2023, on était ni dans une crise politique, ni dans une crise sécuritaire. Et donc c'est pour ça que ce coup d'État, il a quand même étonné. Et je pense qu'on se disait tous qu'il y avait une possibilité de coup d'État au Niger dans les mois, les années à venir, puisque c'est un pays qui est fragile, c'est un pays qui a une culture putschiste dans son armée. Il y a eu 5 coups d'État depuis l'indépendance. Mais moi, personnellement, je me disais plutôt, si jamais la situation sécuritaire se dégrade, là, il faudra être vigilant. Mais ce n'était pas le cas au mois de juillet 2023. Nicolas Normand. Il y avait malgré tout une certaine prévisibilité du coup d'État. D'ailleurs, j'avais écrit il y a quelques mois dans la revue Diplomatie que le prochain sur la liste risquait d'être le Niger. Alors, Stanislas a parfaitement raison. Stanislas a raison, c'est-à-dire que le coup d'État est intervenu à un moment où on ne l'attendait pas, parce qu'il n'y avait pas de crise politique à ce moment-là, contrairement au cas du Mali ou du Burkina. Mais il y avait une fragilité très grande qui existait du fait que le Niger est le pays le plus pauvre du monde, pratiquement enclavé. 189e sur 191 au décompte de l'ONU en 2021. Exactement. En plus, il est l'objet d'une insurrection djihadiste moins forte qu'au Burkina et qu'au Mali, mais qui existe tout de même. Et le président Bazoum avait pris des positions énergiques, à la fois sur le plan intérieur, en luttant contre la corruption. Plusieurs dizaines de hauts fonctionnaires étaient emprisonnés, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Donc ça froisse quand même un certain nombre d'intérêts locaux. Et d'autre part, il avait un partenariat très développé avec la France, avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Et ceci n'était pas tout à fait dans l'air du temps pour l'opinion publique du Niger. Est-ce que ça se résume et donc, ça froissait un peu la susceptibilité des militaires et d'une partie de la population. Précisément. Il avait un peu fait ça au forceps, quand même, le président Bazoum. Le Varinel, est-ce qu'il n'y avait pas un règlement de compte, tout simplement, entre le général Kiani... Il faut faire la dissociation, en fait, le putsch, qui serait une émanation d'une volonté populaire, une espèce d'exaspération des questions économiques, d'accès à différents droits. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la question de la démocratie, qui est discutable aussi au Niger, mais qui était en nette amélioration. Et puis, moi, c'est ce que j'ai appelé dans mes différents écrits, c'est un putsch pour convenance personnelle, qui est décorrélé de tout intérêt populaire. Et donc, il faut qu'on nous analyse... Il y a apparemment des histoires d'argent entre le président Bazoum et le chef de la... il a été, on va dire, c'est Monsieur Issoufou. C'est quelqu'un qui a été très proche du prédécesseur. L'ancien président du Niger. Contesté par une grande partie des militaires au Niger. Pourquoi ? Parce qu'il a une ascension personnelle qui n'était due qu'à sa proximité de l'ancien président. Donc voilà, on est humain, on sait comment ça se passe. L'armée est quand même réputée pour être à la méritocratie. Là, manifestement, c'était dû à une proximité... Alors pourquoi le président Bazoum l'a-t-il gardé ? Eh ben, la question... En tout cas, de ce que je comprends moi et je pense certains observateurs l'ont compris, c'est que le coup d'État arrivait quand Tiani devait être renvoyé, en fait. Parce que justement, ça ne tenait plus. Il y avait des dissensions connues. Et là, ça nous interroge sur comment ça se fait qu'effectivement, ces dissensions qui étaient connues entre Tiani et Bazoum n'aient pas peut-être alerté nos services de renseignement et donc prédit effectivement ce putsch. Alain Antil. Oui, il y a une interprétation nature politique. En fait, il y avait une crise politique, mais elle était invisible à la plupart des gens. C'était une crise politique au sein du parti au pouvoir et au sein de l'ancienne tête de l'exécutif qui est Monsieur le président Issoufou et le président Bazoum. Le président Issoufou, on le sait, a installé pratiquement, en tout cas, a fortement pesé pour que... Bazoum est le dauphin d'Issoufou. Voilà, pour que le président Bazoum soit désigné par son parti comme candidat. Il y avait des fortes réticences. Et le président Issoufou pensait avoir encore, disons... du pouvoir vis-à-vis de son dauphin. Or, avec son fils comme ministre du pétrole. Exactement. Et ces 6 derniers mois, on a assisté à une émancipation du président Bazoum. Nicolas Normand a évoqué tout à l'heure la lutte anticorruption qui a été faite par le président Bazoum d'une manière beaucoup plus vigoureuse que ses prédécesseurs, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et en victime collatérale ou peut-être même centrale de cette lutte, on a tous les réseaux affairistes autour du président Issoufou qui petit à petit étaient atteints. Et le cœur du système commençait à être atteint autour de la lutte, autour de cette future société
qui va gérer les questions Et pétrolières. vous êtes en train de me dire que la main de l'ex-président Issoufou est derrière le coup d'État ? Alors il y a maintenant beaucoup d'éléments sérieux arrivent et des enquêtes assez fouillées, notamment de Jeune Afrique, d'Africa Confidential et du journaliste nigérien Sedi Kaba, qui vont tous un peu dans ce sens-là. Et ce sont des enquêtes fouillées qui ont mis du temps à être publiées, donc vraisemblablement assez sérieuses. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, Stanislas, c'est que le rôle de l'ancien président Issoufou depuis le début du putsch est un peu étrange. Il n'est pas intervenu en faveur de la légalité politique. Il reste dans l'ombre. Il s'est exprimé quand même récemment en disant, d'ailleurs c'est dans Jeune Afrique, je crois, il s'est exprimé. Il a mis beaucoup de temps à intervenir. Ouais, il a mis beaucoup de temps. Il faut rappeler même qu'il est logé dans le palais présidentiel, toujours. Oui, toujours. Il n'est même pas autonome. Mais il a mis beaucoup de temps, mais il s'est exprimé en condamnant de manière assez molle, mais les mots ont été quand même exprimés, le coup d'État. La liste que j'ai et des informations qui sont montées, c'est qu'il a été quand même assez mis sous pression parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas si innocent que ça de ce fameux putsch et qu'il a, en tant qu'ancien chef d'État, encore une fois, il y a cette situation de fait de la junte qui pose des difficultés sur la lutte contre le terrorisme. Et c'est pour ça qu'effectivement, le regard de la communauté internationale et de la CEDEAO pose question. Mais qu'au-delà de ça, Issoufou, dans son intervention, il arrivait à un moment où il y avait quand même pas mal d'indices qui commençaient à remonter. Donc moi, je ne peux pas dire s'il parlait sous pression des Américains et des Français, je ne peux pas dire s'il parlait sous pression peut-être aussi de sa propre base, et je ne peux pas dire si peut-être le bébé Tiani lui échappait aussi des mains. On n'en sait rien aujourd'hui, c'est l'histoire qui répondra à ces questions-là, mais tous ces points-là sont quand même à mettre on va dire, en observation pour comprendre effectivement comment on en est arrivé là. Alors on va venir à notre point sur la situation de la France dans ce pays et dans cette région. Je voudrais qu'on écoute un extrait de ce qu'a dit le président Macron ce lundi matin sur la présence française en Afrique. On va l'écouter tout de suite. Si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Nicolas Normand, ça vous paraît diplomatique comme propos du président ? Ça me paraît plausible, effectivement. En 2013, nous avons sauvé quand même le pays Mali, et peut-être par ricochet les autres pays. C'est évidemment une hypothèse puisque ça ne s'est pas réalisé à cause de l'intervention française, probablement. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis 2013. Ça fait 10 ans. Et quand vous entendez ce discours quand même très ferme du président, quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est de dire il fait allusion à 10 années passées, mais pas ce qui s'est produit depuis. Or, l'armée française est restée 10 ans, et peut-être 10 ans de trop, n'est-ce pas ? Au bout d'un moment, elle est ressentie évidemment comme une armée d'occupation, d'autant plus qu'elle a un peu évincé les armées nationales, en tout cas au Mali, et qu'en plus au début elle s'est un peu associée aux séparatistes, donc il y a eu un certain nombre d'erreurs de fait. Elle a communiqué comme si la France était dans un pays occupé, sans prendre en considération les autorités locales. Donc tout ceci contribue au rejet, n'est-ce pas ? Plus le fait qu'on n'a pas non plus réglé la situation terroriste, n'est-ce pas ? Au contraire, le terrorisme s'est développé pendant la présence de l'armée française. Alain Antil, est-ce que le fait qu'on soutienne le président Bazoum, que tous les Occidentaux soulignent à quel point il était sur la bonne voie, la situation économique s'améliorait petit à petit, on annonçait une croissance de presque 7%, une réduction du taux de pauvreté, est-ce que tout ça, c'est des arguments qui tiennent la route ? Non, il faut comprendre que la junte joue sa partition. Le seul capital politique sur lequel elle peut prospérer, c'est le rejet du partenaire français qui est largement partagé dans l'opinion publique nigérienne. C'est son seul capital politique. Et ça vient d'où, ça, alors, ce rejet ?
Ce rejet, il est profond. On a fait une étude là-dessus à l'IFRI. C'est un rejet de certains aspects de la politique française vis-à-vis des pays africains. C'est de la permanence, 60 ans après les indépendances, d'une présence militaire française dans certains pays africains. Et puis, c'est surtout aussi, comme c'est le principal partenaire, c'est l'explication facile à toutes les faillites et toutes les erreurs de ces États. Stanislas Poyet. Oui, effectivement, je pense que ces autorités militaires n'ont pas de programme politique. Elles sont l'émanation directe de l'Ancien Régime, puisque chacun des cadres des nouvelles autorités était elle-même cadre dans l'ancien régime. Donc il a fallu trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire tout trouvé, effectivement, c'était les Français. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, je pense que, en tout cas moi je l'ai observé, et pas seulement depuis le 26 juillet, depuis que j'habite à Niamey, il y a effectivement un sentiment, alors comment l'appeler, je ne sais pas, anti-France, anti-français, en tout cas anti-politique extérieure de la France, qui est assez imprégné, en tout cas à Niamey. Pourquoi ? Tout simplement, je pense, parce que cette présence, elle est plus comprise par la plupart des gens qui habitent à Niamey. Niamey, c'est une ville qui est à quelques kilomètres seulement, donc des zones de prédation djihadiste. Et je pense que pour beaucoup de gens qui habitent à Niamey, il y a une sorte de bon sens paysan, en fait, entre, d'un côté, l'observation d'une puissance, une superpuissance militaire qui a des drones et des rafales, qui se bat contre des gens, contre des insurgés qui sont sur des motos et avec des kalachnikovs. Donc ce déséquilibre militaire d'un côté, et de l'autre, ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'on continue à égorger leurs cousins et à rafler leur bétail. Et donc, de cette incompréhension-là, forcément, dans cet entre-deux, peuvent surgir des théories du complot. Si l'armée française n'est pas capable de se débarrasser des militaires alors qu'ils sont bien mieux armés, ça veut dire qu'ils ne sont pas là vraiment... Les djihadistes, pardon. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là vraiment pour se débarrasser des djihadistes. Ça veut dire qu'ils sont là pour autre chose. Et là, vous comprenez bien qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Le Varinel, quand on entend le président exalter l'aide qu'on a apportée à ces pays qui sont sur la bonne voie de la démocratie, du progrès économique, on se met le doigt dans l'œil. Il y a les propos du président, c'est-à-dire qu'il parle quand même d'un ressenti. Lui, il fait de la politique étrangère, chiffrée par des aides de l'AFD, des budgets armés. Pardon, il a parlé quand même des militaires qui sont morts pour la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas rien. Il y a des familles endeuillées aujourd'hui. Mais en France, on a l'impression de porter secours à un pays qui, en fait, ne veut pas. C'est que le narratif qui est une réalité, c'était, si on parle de la guerre contre le terrorisme, il me semble que ça a été une demande au départ des pays du continent victimes et sous attaque terroriste d'un appui militaire. Et il s'avère que ce soit la France qui est arrivée pour les aider. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez ce discours. Moi, je regarde vraiment le discours anti-français, c'est quelque chose que j'analyse de manière assez simple pour que les Français qui nous écoutent comprennent. C'est un discours populiste qui est lié, en fait, tout simplement, c'est notre pendant un peu européen et français du discours anti-migrant. C'est très simple. On est dans des situations économiques difficiles, vous disiez à raison, il y a des morts. On parlait du Niger, 189 sur 191e. 13% de la population est en insécurité alimentaire avant le putsch, 17% depuis le putsch. Donc, les questions de pauvreté, ils se disent qu'attendez, cette présence française, quand même, qui est là depuis notre indépendance, elle ne nous permet pas de vivre comme les Français. C'était un peu ça, la promesse. Et donc ça, cet écueil-là, c'est difficile pour le politique français de dire quels sont les outils pour mettre en œuvre, parce que ça relève de la souveraineté des États, à gérer des questions de gouvernance qui relèvent de politique intérieure, mais aussi le contrôle des frontières. On parlait de l'insécurité. Moi, j'ai travaillé à Madagascar. On a exactement le même discours anti-français. Il n'y a pas de menace djihadiste, il n'y a pas d'invasion terroriste, alors que le discours est le même. Parce que derrière, il y a un narratif. Ça marche à tous les coups. Mais parce que c'est du populisme et de la démagogie. Et je crois que l'intelligence, c'est de dissocier ce qui relève du complot, du populisme et de la réalité des faits. Est-ce que, effectivement, l'aide militaire et l'appui militaire, la présence militaire est justifiable aujourd'hui ? Je crois que c'est une vraie question. Le président s'est exprimé, il a parlé de départ de l'armée française sur une partie du continent dont on attend une transformation effective. Mais il ne faut pas tout mélanger. Le rejet de la France, c'est maintenu par un discours politique qui est une rente aussi politique
de personnes qui ne veulent pas faire leur propre Nicolas ménage Normand. en interne. Oui, Vous alors êtes je d'accord partage assez largement cette analyse sur le populisme et le bouc émissaire. Cela étant, il faut aussi reconnaître que nous avons fait des erreurs et Mais que bien nous sûr. payons le prix de ces erreurs. Par exemple, le franc CFA, c'est peut-être très bien sur le plan monétaire, économique, mais c'est le nom qui choque sur le plan symbolique. Un peu comme si on avait une monnaie qui s'appelle le mark après la libération de la France en 1944, n'est-ce pas ? Ils le ressentent comme ça, c'est la même monnaie que du temps de la colonie, le même nom en tout cas. Et d'autre part, les bases permanentes françaises, est-ce que c'est encore justifié 60 ans après l'indépendance ? Le rôle de gendarme de la France, l'aide publique au développement qui est un peu humiliante, n'est-ce pas, pour ceux qui la reçoivent, et puis surtout, ces injonctions françaises, le fait de leur dire comment ils doivent se comporter, à la limite même dans le discours de tout à l'heure du président Macron, n'est-ce pas, cette insistance sur la démocratie au Niger, au fond, c'est pas notre problème fondamental. Et pourquoi on ne tient pas le même discours vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des pays du Moyen-Orient ? Donc ceci choque, n'est-ce pas ? On a un discours spécial pour l'Afrique, différent de celui à l'égard des autres pays. Donc on a l'impression qu'on est toujours dans le paternalisme, dans le néocolonialisme, et c'est ça qui est ressenti d'une façon très pénible par beaucoup de Nigériens et d'Africains. Alain Antil, est-ce que le problème, c'est la présence française ? La simple présence française, ou est-ce que c'est l'attitude ou la politique française en Afrique saharienne qui pose problème ? Non, comme disait Nicolas Normand, c'est qu'il y a des symboles qui sont jugés détestables par une partie des populations d'Afrique francophone. Le nom CFA, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, en plus on le sait tous, il suffirait de le débaptiser, de l'appeler ECHO, et puis ça dégonflerait un peu de la même manière la présence militaire, même si elle a été utile, elle a rendu des services à ces États. Comme on l'a dit un peu plus tôt dans le débat, une opération Serval qui permet de libérer le Nord Mali a été applaudie au Mali et dans la région. 8 ans après, une présence militaire française dans une ancienne colonie, et c'était très prévisible, et d'ailleurs beaucoup de chercheurs ou d'analystes l'ont dit, qu'il allait avoir un rejet, parce que derrière la lutte contre le terrorisme, on a en fait une espèce de révolution sociale qui est à l'œuvre dans les pays sahéliens. C'est pas simplement des terroristes en tant que tels, c'est qu'il y a des gens qui se révoltent contre leur propre hiérarchie, contre l'État central. Il était évident que la France ou la communauté internationale ne peut pas régler ces choses-là. Donc il y a eu un déficit d'analyse et de prévision de notre côté. Parlons un peu de la CEDEAO, qui est d'ailleurs accusée par les putschistes d'être à la solde de la France. Il y a eu une menace qui a l'air moins crédible aujourd'hui d'intervention armée contre les putschistes, avec la réaction qu'on a vue des juntes voisines au Mali, au Burkina Faso, de pratiquement dire si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Une guerre régionale, c'était envisageable, Stanislas Poyet ? Alors, très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que au début, cette menace, elle a été jugée assez peu crédible, en tout cas à Niamey. Après, voilà, la musique a commencé à faire son chemin, et donc elle a commencé à avoir un petit peu des réactions, en tout cas dans la ville, de gens qui commençaient à créditer cette possibilité. Après, la question, c'est celle de la faisabilité de cette opération, notamment... Est-ce qu'aujourd'hui, la menace ne s'est pas un peu dégonflée ? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce week-end à Niamey, c'était très tendu. Et je sais que les autorités militaires ont essayé de faire des rassemblements pour essayer de montrer leurs muscles devant cette potentialité, cette potentielle opération militaire. Vous l'avez rappelé, ça n'a pas très bien marché. Le stade était à moitié plein, à moitié vide. Mais en tout cas, aux 2 tiers plein, apparemment. Mais franchement, cette menace de la CEDEAO d'intervenir militairement n'a jamais été plausible. Moi, je l'ai dit dès le début. Ils n'ont pas les moyens techniques de le faire. Il faudrait une organisation quasiment... Mais la France avait proposé de la soutenir. Oui, et d'ailleurs, Emmanuel Macron, ce lundi matin, a encore dit qu'il était prêt à le faire. Oui, alors justement, à mon avis, le fait de faire des injonctions de ce genre et de soutenir ce projet d'intervention militaire est une faute politique. Le président Macron, ça m'a surpris, a encore dit ce matin que la CEDEAO n'était pas suffisamment responsable et n'était pas suffisamment ferme. Donc ça contribue à faire croire en Afrique que la CEDEAO est aux ordres de la France, que c'est un instrument de la France, à la solde de la France. Donc c'est très maladroit. Il fallait évidemment plus d'humilité, se mettre un peu en retrait
après, laisser la CEDEAO gérer ses affaires. Et de toute façon, tout le monde sait bien qu'elle n'avait pas les moyens On d'intervenir. va écouter ce qu'a dit le président de la République, parce qu'effectivement, à l'entendre ce matin devant les ambassadeurs, rien ne change dans la politique française au Niger. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant 1 mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie, en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? On doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant, si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Alors, les autres capitales, il a même prononcé le nom de Washington, là, ça a été coupé au montage. Clairement, il y a le sentiment chez les Français, Alain Antil, que les Américains jouent un double jeu, sont prêts à parler avec la junte, ne sont pas fermes sur les principes. Oui, il faut bien se rendre compte que dans la communauté internationale, il y a la France et la CEDEAO qui ont un discours de très grande fermeté. Les Européens, un petit peu moins. Ils sont quand même. Il y a eu des positions très fermes de condamnation, mais qui sont. Les Allemands sont embarrassés. Ils ont eux aussi des troupes dans la région. Ils sont beaucoup plus mesurés, disons, sur l'intervention militaire. C'est ça la grande différence. Et puis il y a des grandes capitales qui se sont exprimées, notamment Alger, Washington, l'Union africaine, la Russie, en avertissant que vraiment l'intervention militaire ne serait pas une bonne idée. Donc la France se retrouve un peu à l'avant-garde des gens les plus durs. Est-ce qu'on a raison d'accuser Washington de double jeu? Washington a envie de garder sa base, vraisemblablement. Donc, non, mais Washington a nommé un ambassadeur 2 jours après le putsch, quand même. Donc c'est une véritable gifle pour la diplomatie française. Ouais. Honnêtement, il y a une absence complète de coopération. Après, c'est une question d'interprétation. Bon, moi, j'étais présente à l'Élysée, je ne l'ai pas entendu appeler à une intervention militaire, comme vous le dites. Par contre, je l'ai entendu soutenir toute décision. Soutenir, oui. Toute décision de la CEDEAO, ce qui est quand même diplomatique ou militaire. Exactement. Madame Colonna a dit qu'il faut prendre non, mais on parlait cette du président option militaire comme très sérieusement. J'entends. Elle a dit. Ce que je veux dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure des propos du président de la République aujourd'hui, pas de Madame Colonna d'il y a plusieurs jours. Ce que je suis en train de dire, c'est que, et on parlait tout à l'heure de la CEDEAO est très ferme sur la situation du putsch, beaucoup plus mitigée sur l'intervention militaire. Le Nigeria n'a pas la même position que le Tchad. On a d'ailleurs été très surpris, parce que le Tchad, c'est notre ami, et qui a tenu des propos assez panafricanistes. Oui, on va dire. Nuancer ce que vous dites, parce qu'ils ont quand même tenu 2 réunions de chefs d'état-major pour préparer l'opération militaire sur ordre de la CEDEAO. La CEDEAO, attendez, encore une fois, ce qui ressort des discussions, c'est qu'il n'y a pas unanimité à agir militairement comme on l'attendait et qui avait été annoncé quelques jours. Du Nigeria mais encore une fois, ce que je veux dire, juste pour terminer mon propos, c'est que derrière cette question, c'est effectivement, parce que moi je pense à ce qui se dit toujours après ce type de documentaire, c'est vous voyez bien, la France, elle manipule la CEDEAO. On parle quand même d'État souverain, et il l'a dit le président, c'est que quand il parlait, je crois qu'il a pris l'exemple de la Roumanie, de la Bulgarie, il donnait un exemple, mais il disait aussi, la suite, c'était quel signal allons-nous envoyer aux autres chefs d'État du continent qui, si demain on maintenait la junte, c'est quoi le signal? Eh bien, c'est que vous aussi, vous êtes, on va dire, le prochain sur la liste. Et ça, ça pose des vraies questions. De putsch, exactement. Alors, il faut bien comprendre. Alors, je mets de côté un peu la position française, mais en fait, la position de la CEDEAO et des putschistes se renforcent l'un l'autre. Oui. Puisque la CEDEAO menace d'intervention militaire, ce à quoi on est nombreux à ne plus du tout croire, mais ça crédibilise, disons, sa position, et ça renforce un peu la position des putschistes comme défenseurs d'un Niger agressé
par l'ancien colonisateur et une organisation marionnette de cette... Donc il faut comprendre pourquoi les discours sont intégrés. Ça arrange les deux parties, en fait, cette crise. Ouais. De même, les discours Nicolas français Normand. de rigueur, d'insistance sur la légalité et la démocratie, ça arrange la junte. Parce Évidemment. que Ça arrange la junte. Ça arrange Bien la junte sûr. parce que c'est une surenchère. Vous voyez, la France nous attaque et donc la junte exploite ceci. Il faudrait faire quoi alors ? Il faudrait adopter un profil plus discret, Très plus discret. humble, comme le font les autres pays. Est-ce qu'on peut comme avoir les- un profil discret quand on a Oui. 1500 soldats qui Mais campent sur il faut l'aéroport ? condamner le coup d'État comme tout le monde, mais ensuite, c'est pas la peine d'en rajouter, si vous voulez. On fait les mêmes Stanislas- erreurs qu'au Stanislas Mali et au Poirier, Burkina. votre point de vue. La seule chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est je pense que la France n'a pas la même position que ses partenaires sur la question, Exactement. puisque la France est de fait le bouc Visé. émissaire. Bah oui. Et que du coup, à partir de ce moment-là, la France ne peut pas espérer continuer à discuter avec des autorités qui la prennent comme bouc émissaire, à la différence des autres partenaires qui, eux, peut-être peuvent espérer de se dire avec ces autorités-là, on va peut-être pouvoir continuer à garder nos bases, on va peut-être pouvoir continuer à conserver nos accords sur la migration comme l'espèrent probablement les Italiens, ou continuer à compter sur le Niger pour faire revenir nos Donc, soldats finalement, du c'est Mali de bonne comme les guerre Allemands. que nos partenaires En fait, européens et moi, américains nous lâchent. Je dis pas que c'est de bonne guerre, je me permettrai pas de le dire, mais j'entendais un chercheur américain qui dit que la France est devenue radioactive au Sahel, et ça veut dire que tout ce qu'elle touche, elle le contamine. Bon, alors la conclusion, c'est qu'il faut partir. Et donc, ça, j'en sais Comment rien. peut-on rester dans un pays avec un ambassadeur retranché dans son ambassade, 1500 soldats qui sont là mais ne peuvent plus se prévaloir d'accords de coopération militaire qui ont été dénoncés par les détenteurs du pouvoir effectif? Comment fait-on? Y a-t-il une autre option Non, mais que c'est de très s'en simple, aller? c'est extrêmement simple. Quand il y a un pouvoir légal qui nous demande de partir, ben on part, et c'est tout. Donc il faut attendre que la situation se clarifie. Pour l'instant, il y a 2 présidents, mais le jour où il n'y en aura plus qu'un, s'il nous dit de partir, ben on partira, c'est très simple. Et je dirais qu'on aurait dû prévenir ces événements. Le problème, c'est qu'on agit toujours sous la pression d'une façon qu'on n'a pas prévue. Or, on voit bien que les ajustements qui nous sont imposés, on aurait pu les faire de nous-mêmes. C'est-à-dire mettre 1500 soldats au Niger dans une situation quand même assez explosive, c'était risqué comme En investissement. même temps, il n'y avait plus beaucoup d'options, n'est-ce pas, dans la région? Oui, mais justement, il fallait tenir compte du fait que le Niger risquait d'être le prochain sur la liste des pays à exploser, pour les raisons que Alain Antil a dit, n'est-ce pas? Il y a une espèce d'insurrection sociale. C'est aussi le pays de la plus forte démographie mondiale, n'est-ce pas? La moyenne d'âge est de moins de 15 ans au Niger. Et tous ces jeunes, ils contestent les hiérarchies et ils sont un peu désespérés, puisqu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'insertion professionnelle, économique, sociale, donc ils se rebellent un peu. Ils se rebellent contre les autorités. Il y avait 3,5 millions de Nigériens à l'indépendance, il y en a 25 millions aujourd'hui, et il y en aura 50 dans 25 ans. Alors, Ça, c'est en perspective d'emploi. Oui. Ouais, mais excusez-moi, parce que en fait, on parle à raison de la situation économique. On a redit tout au long de cette émission qui était assez dramatique au Niger. La France n'a pas vocation de régler des problèmes économiques internes. Et ça pose toute la difficulté de quelle légitimité ou quelle compréhension légitime d'une présence militaire quand on a un déséquilibre économique. Et on parle très clairement de perspectives personnelles, vous le disiez à raison. Toutes ces personnes qui vivent aujourd'hui, quand on est un jeune au Niger, c'est quoi le rêve ? Bon, on n'en a pas, et puis on voit des militaires passer avec leur gros 4x4 qui nous disent qu'on est atteint ils luttent contre le terreau alors que leur cousin est en train de mourir sur le terrain. C'est incompréhensible. Donc, ce qu'il faut dissocier, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait de tous ces États, parce que l'erreur, c'est de considérer que le Niger comme étant une exception, alors qu'en fait, il y a une grande règle quand même, c'est les problèmes de gouvernance, les problèmes économiques qu'on retrouve un peu partout sur le continent et beaucoup au sein de nos anciennes colonies. Donc ça pose des questions, effectivement, sur notre politique et notre relation, et vous avez raison. Les erreurs qu'on a faites, France-CFA, mais ce n'est pas que celle-ci, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, et comment finalement composer avec des gouvernements qui ne sont pas aussi, on va dire, honnêtes intellectuellement et qui ont envie de changer les choses. Et ça pose la difficulté de la réelle politique. C'est-à-dire, quand vous avez des gens qui ne veulent pas changer, on fait quoi ? Et donc, on a des questions de sécurité. Juste pour terminer, les interventions en Afrique en termes de sécurité, ça représente 70% des débats aux Nations Unies. C'est pas un sujet, on veut dire, une obsession française, en fait, au Conseil de sécurité. C'est une réalité de sécurité internationale. Donc, derrière la question du Niger se pose quelle intervention occidentale ? Parce que je reviens, la France est un bouc émissaire. C'est l'Occident qui est derrière. Et c'est important de le dire, les dissensions qu'il y a eu sur le renvoi de Sylvain Ité,
Je le rappelle, il y a eu d'autres ambassades occidentales et il y a eu en fait des débats au sein de la junte en disant non, attendez, on ne peut pas faire tout l'Occident, c'est pas possible. Il faut se limiter à la France pour provoquer d'autres réactions avec les autres partenaires occidentaux. Dernier point de cette conversation, qui est en embuscade ? Où sont les Russes, où sont les Chinois dans cette région, Alain Antil ? Évidemment, si la junte réussit à s'installer, elle va essayer de bâtir des nouveaux partenariats, donc il y aura des places à prendre. Mais pour l'instant, ceux qui interprètent ce putsch comme une intention russe On a vu quelques drapeaux russes dans les manifestations. Mais sur ce point-là, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que dans les manifestations, le drapeau russe n'était pas toujours brandi dans le bon sens. Oui. Ce qui montre bien... Non, c'est vrai, j'ai regardé des photos que j'avais prises. Plusieurs fois, on les voit dans le mauvais sens. Ce qui montre bien que, il a été imprimé la veille par, effectivement, quelqu'un qui a apporté de l'argent pour qu'il soit imprimé. Donc, il y a effectivement... des gens qui profitent, qui surfent sur cette vague. Et il n'y a pas encore Wagner. Pas Wagner qui est derrière. La vraie similitude entre les trois pays du Sahel central, c'est qu'effectivement, avant chaque putsch, on a vu une espèce d'écosystème de blogueurs, de fake news et de drapeaux russes évoqués. Mais de là à l'interpréter comme une tentative russe de mettre les pieds au Niger, c'est un pas qu'il ne faut pas sauter. C'est beaucoup plus complexe que ça. En revanche, un coup d'État rebat les cartes et il y a des nouvelles situations, il y a des nouveaux partenariats à bâtir. Et là, ça ne sera pas la Chine, puisque la Chine est déjà largement présente au Niger. La France a d'ailleurs une empreinte économique très faible. Légère, oui. À part si on met de côté la société Orano et... Oui, l'uranium, on a d'ailleurs une carte qu'on va voir. L'uranium... qui montre que c'est un pays qui a de l'uranium et du pétrole. Oui. Et d'ailleurs, le pétrole, il y avait un oléoduc qui était sur le point d'entrer en fonction. Oléoduc chinois, oui. Entre le Bénin et le Niger. Et donc les revenus. Et construit par les Chinois. Et apparemment, tout ça est suspendu aussi, du fait des sanctions. Voilà, mais les Russes bénéficient de cette opportunité pour faire un combat anti-occidental à partir des pays africains qui sont instrumentalisés. Le problème, c'est que c'est au détriment aussi de ces pays africains, parce qu'ils font la moitié du travail des djihadistes, n'est-ce pas ? Les djihadistes, ils ont aussi le même combat anti-occidental, anti-gouvernement démocratique, anti-état de droit. Et donc, c'est tout ce que font les Russes. Simplement, les Russes ne font pas la deuxième partie du combat des djihadistes, qui est la construction du califat, etc. Mais ils rendent service aux djihadistes, quand même. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on parlait de la position anti-française, on va dire presque voulue par la population. En tout cas, c'est comme ça que le présente la junte. Je rappelle quand même que si elle a, appelé un ultimatum pour l'ambassadeur Sylvain Été, elle n'a pas rompu les contrats avec Orano. Donc ça pose des questions aussi. On voit bien qu'en interne, ils ne peuvent pas tout faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même s'interroger, c'est que la limite du populisme et de la démagogie atteint des limites. C'est que, et on le voit, encore une fois, le début du putsch, on avait une apparente émulation populaire, parce qu'en fait, encore une fois, c'est des gens qui en ont marre et que le changement impulse des espoirs. Deuxième manifestation, c'est la journée d'indépendance. Bon, il y en a moins que la première fois. Et hier, ou avant-hier, je ne sais plus, on a ce stade à moitié rempli, ou 2 tiers rempli, ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque jour qui passe, au début du coup d'État, on était fin juillet, c'était en faveur du coup d'État, parce que la réaction française n'arrive... Maintenant, chaque jour qui passe montre aussi les limites de cette junte qui ne répond pas à des besoins. Alors, je ne dis pas que, finalement, quand un coup d'État arrive, les lendemains sont joyeux. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'ils ont promis aussi, et ça montre que la population... Oui, mais ils tiennent le pouvoir par la force, par définition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les curseurs d'ajustement restent encore à la population, et je crois qu'on voit bien qu'on a de moins en moins de gens qui suivent ça, et que c'est aussi des curseurs d'ajustement pour comprendre notre réaction occidentale et française. Alain Antil, très vite. Oui, il y a 2 enseignements de ce qui s'est passé ces dernières années au Sahel, 2 mouvements de fond qui sont très très forts. C'est ce sentiment, ce rejet occidental, alors avec des intensités différentes, on le voit. Alors ça prend l'aspect du discours anti-français, mais derrière ça, comme disait Lovarinel, il y a vraiment un discours anti-occidental. Le deuxième, c'est que la génération précédente avait lutté pour
installer des démocraties dans ces pays. Oui. Les démocraties n'ont pas été installées par des pays étrangers. Il y a des gens qui se sont battus pour la démocratie dans ces pays. Aujourd'hui, dans la jeunesse, malheureusement, les gens ne croient plus à ces démocraties, et c'est bien dommage. Il n'y a pas de force sociale qui pousse pour la démocratie. Les gens, soit sont attirés par le modèle djihadiste, soit par le modèle néo-populiste, souverainiste, que représentent un peu ces juntes. Je crois que c'est les deux aspects qu'il faut prendre en termes d'analyse. Il nous reste moins de 2 minutes. Le constat est assez sombre. Je vais vous faire un petit tour de table en vous demandant de faire un pari sur l'avenir. Est-ce que dans 6 mois ou 1 an, Stanislas Poyet, vous pensez que les 1500 militaires français seront toujours présents au Mali ou est-ce qu'ils seront partis ? Est-ce qu'en gros, la France aura dû plier bagage comme elle l'a fait ailleurs ? Je pense que la France va plier bagage comme elle l'a fait au Mali et au Burkina Faso. Ce qu'on observe, Il n'y a pas de choix. Quand au on est Niger, radioactif, comme vous l'avez dit. en tout cas, ce qu'on observe au Niger, c'est une version condensée de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Condensé, plus rapide. Plus rapidement. Ils ont fait en 1 mois ce qui a été fait en 6 mois dans les autres pays. Ouais. Les mêmes causes faisant les mêmes effets. Nicolas Normand, votre pari sur l'avenir ? Il faut évidemment que l'affaire du président Bazoum soit réglée, qu'il soit libéré ou quelque chose. Mais inévitablement, il ne va pas revenir au pouvoir. Et même s'il revenait au pouvoir maintenant, il est trop marqué comme étant pro-français. Vous parlez du président Bazoum, bien sûr. Donc il ne pourra même pas politiquement reprendre les rênes du pouvoir, je pense. Et d'autre part, donc, nous devons plier bagage militairement, nécessairement. Mais je pense que c'est temporaire aussi, qu'après une certaine durée... On nous rappellera. Oui, on nous rappellera au bout de peut-être 1 an, 2 ans, on verra, parce que d'autres pays ne sont pas prêts véritablement à prendre notre rôle, à apporter une aide à ces pays. La France et l'Union européenne, et un peu le Canada, les États-Unis, étaient les seuls partenaires économiques et financiers. Et donc, si la junte s'oriente vers des partenaires autres, ils seront déçus. Et donc, ils reviendront vers nous. Alain Antil, votre pari sur l'avenir ? Oui, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, le président Bazoum doive renoncer, donc que la junte s'installe. Peut-être qu'on aura des soubresauts au sein de cette junte et qu'il y aura un coup d'État dans le coup d'État, mais très probablement, si cette junte s'installe, elle demandera le départ des soldats français, et cette fois-ci, Paris ne pourra pas refuser. Oui. Lova Rinel, le mot de la fin. Alors, dans 6 mois, moi, je crois que cette crise sera encore bien palpable et bien forte. L'avenir du président Bazoum, c'est quand même, on va dire, la solution, le dénouement. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. La clé de oui, de la il ne pourra suite. pas revenir, même si, et j'espère qu'il va être en vie, parce que c'est quand même un sujet assez important. Oui, il est tenu en otage. Il est tenu en otage, et sa famille. Donc, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, du regard qu'on a, c'est, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Alain Antil tout à l'heure, c'est que si la junte, on va dire, gagne la victoire de la légalité, elle n'est pas sûre de se maintenir, puisqu'on voit déjà les dissensions. Et puis, la présence militaire, et c'est important de le préciser, la présence militaire française n'est plus soutenable. Mais ça ne veut pas dire que la présence française est rejetée. Donc, il faut faire l'intelligence de la diplomatie française, c'est faire la dissociation des deux. On rejette le franc CFA et l'armée française. Tout le reste, ça se passe très bien, globalement. On parle du sport, on parle de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les présents. Donc, on a des options. Il faut les mettre sur la table assez vite pour, on va dire, pas donner le sentiment, pardon de le dire comme ça, de se faire botter les fesses. Et ça, c'est la diplomatie, c'est beaucoup d'ego. Et il faut apprendre à peut-être avaler un peu sa fierté sur la question militaire pour laisser d'autres ouvertures de partenariat. Merci beaucoup, une lueur d'espoir pour conclure. Donc, merci à tous les 4 pour cette conversation très intéressante. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonne semaine à tous.